Le grand entretien, comme toutes les semaines dans Smart Job, on reçoit un acteur du monde économique. Aujourd'hui, c'est le président d'un géant du recrutement que nous accueillons sur notre plateau. Alain Roumillac, président de Manpower Group France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Alain Roumillac, il aura fallu 2 ans de crise sanitaire pour bouleverser le marché du travail, bousculer les organisations, modifier drastiquement le rapport de force entre recruteurs et candidats, accentuer aussi la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, numérique et bâtiments, pour ne citer que. Nous voulions faire le point donc avec vous sur ces grandes mutations, leurs conséquences, donner des solutions aussi, vos solutions en tant qu'acteur majeur du recrutement, je le disais, mais également en tant qu'accompagnateur des entreprises dans leur transformation. Alain Roumillac, cela fait plus de 10 ans que vous êtes à la tête de ce groupe. Diriez-vous que le marché du travail n'a jamais évolué aussi vite que ces 2 dernières années ? Alors c'est clair, je crois que c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais cette crise a été une accélération d'un certain nombre de tendances. Des tendances qui étaient déjà là avant, en particulier sur de nouvelles attentes de la part des salariés, de la part des candidats. Et effectivement, on a vu une accélération de toutes ces tendances. Et puis vient aussi percuter le marché du travail, c'est d'autres accélération de la transition digitale. J'ai vu que les entreprises ont accéléré sur ce sujet-là. Et puis sans doute aussi à un moment où il y a une prise de conscience des enjeux écologiques elle-même accélérée et où on est dans une accélération de la transformation et de la transition écologique. Donc tous ces éléments-là, oui, aujourd'hui, viennent bousculer sans doute comme jamais le marché de l'emploi. Alors Roumillac, comment en tant qu'acteur de poids des ressources humaines, arrive-t-on à s'organiser sur un marché qui semble un peu désorganisé justement en ce moment ? Mais d'abord, il faut essayer de le comprendre. Ouais. Et on vient d'ailleurs de publier une enquête pour essayer d'aider, entre autres, nos entreprises clientes à comprendre ce que sont ces grandes tendances. Et donc, on a identifié 4 grandes tendances, donc certaines que je viens déjà d'évoquer. C'est de nouvelles attentes de la part des candidats. Deuxième sujet, nous sommes sur un marché de pénurie de candidats dans bon nombre de domaines. Ensuite, il y a une accélération de la transition digitale. Et puis, il y a de nouveaux enjeux pour les entreprises. On a évoqué la transformation écologique, mais il y a des attentes de plus en plus importantes du monde extérieur, mais aussi à l'intérieur sur l'engagement sociétal des entreprises. Quand on parle de RSE, c'est vrai qu'on parle de RSE au sens large. Sociétale, environnementale. On évoquait il y a encore quelques semaines les problématiques géopolitiques. Là maintenant, on les voit véritablement. Donc tous ces sujets-là, et puis là encore qui est de l'actualité aujourd'hui, c'est aussi tous les risques cyber. Donc tous ces éléments-là, ça vient dire un nouveau cocktail de la façon dont les entreprises doivent s'adapter par rapport à l'ensemble de ces enjeux pour comprendre ce que sont les compétences dont elles auront besoin, en particulier demain. Et puis aujourd'hui, par rapport à ce marché qui est en mouvement, c'est comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir attirer les candidats dont j'ai besoin. On va rentrer dans le sujet, évidemment. Vous parliez de liens que vous entretenez avec les entreprises, de comprendre leurs attentes, comprendre leurs besoins, peut-être même les aider. Quelle forme de lien, justement, vous avez maintenu avec les entreprises ces 2 dernières années ? Comment on les écoute ? Comment on les accompagne ? On essaie d'ailleurs justement de comprendre ce que sont leurs enjeux. Donc là encore, c'est une accélération d'une tendance qui était déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. On a besoin de plus en plus d'anticiper. Je crois que si on se met 10 ans en arrière, que ce soit sur des acquis de travail temporaire ou de recrutement, on avait une assez bonne adéquation entre les gens qui étaient sur le marché de l'emploi et les demandes des entreprises. Et donc ce qu'il fallait, c'était juste faire, dans notre jargon, le matching. Aujourd'hui, on est obligé d'anticiper. C'est plus le cas. Et on a vu un accroissement de ce gap entre les compétences disponibles et celles demandées sur ces 10 dernières années, avec une accélération sur ces 2 dernières. Donc, il faut être dans l'anticipation. Pour être dans l'anticipation, il faut comprendre ce que sont, pour nous, de la part des entreprises, c'est quels sont leurs enjeux, quels vont être leurs besoins à moyen terme. Et de la part des entreprises, c'est de comprendre ce qu'est le nouveau paradigme sur le marché de l'emploi. Donc, et entre autres, quand on n'a pas les candidats qui sont sur le marché, il faut accepter qu'il va falloir sans doute aller chercher des gens qui ont le profil, mais accepter de les former. Ils ne seront peut-être pas là. Donc, le jour où on en aura besoin. Donc, c'est pour ça que tout ce sujet d'anticipation est important. Donc, voilà. Donc, ça nécessite d'être beaucoup plus dans l'anticipation, dans la compréhension de ce que sont l'ensemble des mutations. Et c'est l'enjeu de l'ensemble de nos équipes
qui est d'une part de comprendre les problématiques des entreprises et surtout de les aider à bien comprendre ce que sont les mouvements et comment elles doivent s'y adapter. Vous parlez de l'ensemble de vos équipes, justement, on va rester sur Manpower Group France. Quels besoins, justement, en recrutement, toutes ces transformations majeures des entreprises, ont-elles impliqué pour le groupe ? Il a fallu recruter ? Alors, il a fallu recruter, et donc on a annoncé qu'on allait faire 1700 recrutements en France. En gros, 500 sur les métiers du recrutement, et plutôt sur la marque Manpower, et 1200 sur notre structure de services numériques qui s'appelle Experis. Donc, puisque vous aussi, vous avez dû faire votre transformation. Alors, nous avons dû faire notre transformation et nous accompagnons aussi la transformation digitale des entreprises. Donc les demandes sont extrêmement importantes, en particulier sur les métiers du recrutement. Et nous, bien sûr, si on veut aider nos clients à recruter, il faut que nous-mêmes on recrute. Donc ce sont des enjeux majeurs. Donc objectif 1700 recrutements en CDI. 1700 recrutements, en tout cas c'était la lignée sur laquelle on était parti. On va voir si tout ce qui se passe va infléchir. Donc 1700 effectivement en CDI, parce que la demande est forte d'ici la fin de l'année. Donc on est parti en tout cas depuis le début de l'année sur ce rythme-là. L'année 2021, Alain Roumillac, s'est achevée sur une note assez positive avec un taux de chômage bas. Quelles sont les perspectives d'embauche pour l'année 2022, notamment sur le travail temporaire ? Peut-être qu'on peut faire un focus aussi là-dessus. Donc sur le travail temporaire, nous n'avons retrouvé qu'en toute fin d'année le niveau d'activité que nous avions en 2019. Très fortement impacté par une activité qui reste relativement basse sur certains secteurs qui étaient assez fortement utilisateurs de travail temporaire. Et je pense entre autres au secteur de l'aéronautique et au secteur de l'automobile. Le secteur de l'aéronautique est en phase de reprise et le secteur automobile qui est très impacté et par les sujets de transition vers l'électrique et puis par les pénuries de composants. Donc, ce que nous pensons, c'est que le marché devrait continuer à progresser en ligne avec ce qu'est l'évolution de l'économie. Et puis, si on revient sur le marché du recrutement et plutôt en CDI, parce que cette reprise est un peu différemment de ce qu'étaient les reprises précédentes, elle s'est faite avec un recours beaucoup plus important au CDI que par le passé. Voilà. Historiquement, les entreprises, j'ai une reprise, je ne sais pas très bien si ça va être pérenne, je prends d'abord des ressources temporaires que ensuite je transforme en ressources permanentes. Voilà. Sans doute lié à une confiance dans l'avenir, sans doute aussi à l'impact des réformes pénicaux de début de quinquennat des entreprises. Et puis parce que quand vous avez une pénurie de ressources, de compétences, vous cherchez à sécuriser les gens, et la meilleure façon de les sécuriser, c'est de leur donner des CDI. Donc très forte demande. Tous les trimestres, nous publions un baromètre, et ces derniers trimestres, nous avons été des niveaux records sur ce baromètre qui vient traduire ce que sont les intentions d'embauche des entreprises. Donc on a, en tout cas toujours, une demande extrêmement forte de recrutement des entreprises. Mais encore, on anticipait 4% de croissance. 4% de croissance, il faut avoir les ressources, les compétences pour pouvoir faire cette croissance. Donc un appétit important de la part des entreprises pour recruter. Donc appétit pour recruter, encore faut-il trouver des candidats ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. À quelles difficultés vont être confrontées les entreprises justement pour recruter ? Encore plus aujourd'hui et demain qu'hier. C'est qu'elles ne vont pas trouver sur le marché ou pas suffisamment les compétences dont elles ont besoin. Donc il faut qu'elles acceptent de former et il faut qu'elles acceptent d'ouvrir la formation, on en parlera peut-être tout à l'heure, on en parlera d'ailleurs sûrement tout à l'heure, du côté des organisations d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier ? D'abord, il faut s'adapter à ce que sont les demandes des candidats et des collaborateurs. Typiquement, ce sont des gens qui peuvent télétravailler. Dans les 3 premières questions qu'il va y avoir dans l'entretien d'embauche qui vont venir de la part du candidat, ça va être quelle est la politique de l'entreprise en termes de télétravail. Donc il faut être capable de dire quelle est la proposition de l'entreprise sur ces sujets-là. On a évoqué les sujets sociétaux, environnementaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une demande très forte, en particulier des jeunes générations, de quelle est la politique de l'entreprise. Elles ont envie de travailler dans une entreprise dans laquelle elles ont du sens, dans laquelle elles sont fières. Donc voilà un certain nombre de sujets sur lesquels les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter et y apporter une réponse.
Et elles doivent apporter une réponse. Comment expliquez-vous justement ce changement de rapport de force? C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, entre recruteurs et candidats. Pourquoi c'est à l'entreprise aujourd'hui de tout faire pour se rendre attractive? C'est toujours la base de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de chômeurs, peu d'offres d'emploi, c'est facile de choisir. Quand vous avez beaucoup d'offres et que, en particulier sur les offres que vous avez et les compétences que vous recherchez, vous n'avez pas suffisamment de candidats, c'est à vous d'être plus attractif et de savoir attirer les gens dont vous voulez. Donc on est passé, et il y a très peu en plus de personnes qui avaient anticipé qu'on aurait un rebond aussi rapide du marché de l'emploi. Donc voilà, c'est une question d'offre et de demande. Il va y avoir un sujet qui commence déjà à arriver, mais qui va l'être de plus en plus, c'est le sujet du salaire. Et en plus, sans doute, comme on anticipait déjà une inflation importante, mais l'inflation va accélérer. Et puis d'autant plus, si on a une pénurie de compétences, si la compétence est rare, souvent, il va falloir la payer. La payer. Les entreprises sont prêtes à le faire, ça? Alors, vous avez deux types d'entreprises. Aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, vous avez deux types. Vous avez celles qui disent, de toute façon, on est dans un métier, dans un environnement de pénurie, pénurie de compétences, mais également pénurie de composants, pénurie de matériaux. On a la capacité de passer des augmentations de tarifs, donc on peut augmenter les salaires parce que on saura le gérer et garder nos marges à part une augmentation de prix. Et puis vous avez un certain nombre d'entreprises qui vous disent mais moi je ne sais pas toucher mes prix. Donc de toute façon, dans ces conditions-là, je ne sais pas augmenter les salaires au-delà de quelque chose qui est décent. Et auquel cas, souvent la réponse des entreprises c'est de dire tant pis. Donc je vais réduire la voilure, sans doute que j'aurai la capacité de faire plus de croissance, mais je vais être avec un nombre de personnes plus limité, peut-être aller sur les marchés qui vont être les plus intéressants. Voilà, donc vous avez bien ces deux typologies d'entreprises. Et pour rester sur ce que les entreprises sont prêtes à faire ou sont capables de faire, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à investir dans cette marque employeur dont vous parliez tout à l'heure? C'est vrai qu'on a aussi cette petite musique du turnover dans certains secteurs où les gens restent 1 an, 2 ans, puis s'en vont, bougent beaucoup de mobilité. Voilà, on a du mal à imaginer une entreprise qui s'investirait beaucoup sur sa marque employeur. Quel message vous font passer les entreprises? Alors, et quel message vous faites passer aux entreprises là, on est sur deux sujets qui sont potentiellement un peu différents. C'est peut-être justement parce que vous allez avoir un turnover important qu'il va falloir que vous travailliez encore plus sur votre marque employeur pour attirer. Parce qu'il faut sans doute aussi comprendre que, en particulier sur les jeunes générations, ils ont envie d'avoir des expériences diverses et multiples. Et si je prends par exemple le segment de notre marque Experis, dans le domaine des services numériques, toutes les entreprises qui investissent maximum pour essayer de garder leur talent, elles ont beaucoup de mal à avoir moins de 20 ou 25% de turnover. Donc la marque employeur, c'est deux choses, oui, c'est d'essayer de faire en sorte de travailler sur la qualité de vie au travail, de faire en sorte de donner des opportunités aux gens pour qu'ils restent au maximum. Et chaque point que vous pouvez gagner sur le turnover, en général, c'est toujours très positif pour l'entreprise. Mais surtout, c'est que plus vous avez besoin de recruter, plus il faut que vous travaillez sur cette marque employeur pour que vous soyez attractif. Et je reprends toujours cet exemple. Voilà, donc chez Experis, on tourne à peu près comme le secteur avec 25% de taux de turnover. Donc sur 3700 personnes, vous voyez déjà le nombre de personnes qu'il faut recruter avant de faire de la croissance. Et on a l'ambition de faire 15% de croissance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise et il faut qu'on ait un discours qui soit attractif pour que les gens disent, en particulier en se disant, moi, ce que je veux, c'est venir pour quelques années pour me faire une expérience, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont avoir, chez nous, plus qu'ailleurs, une meilleure expérience. Vous en avez parlé aussi un peu tout à l'heure, Alain Roumiac, de la stratégie, des solutions que peuvent mettre en place les entreprises, notamment sur l'élargissement des profils. L'entreprise doit-elle davantage s'ouvrir à de nouveaux profils? Si oui, lesquels? Dites-nous tout. Alors, la France était un pays assez conservateur en termes de recrutement et qui avait l'habitude, et qui avait en tout cas cette image de faire un peu du clonage. Et donc d'avoir des profils qui étaient assez similaires. Dans le contexte tel que l'on le vit aujourd'hui, si vous faites ça, vous ne trouvez pas les compétences dont vous avez besoin. Donc, premier sujet, il faut élargir.
et de se dire, plutôt que quand on recrute des gens expérimentés, plutôt que de vouloir avoir des gens qui ont eu exactement le même parcours chez des confrères, c'est de dire, mais il y a sûrement des parcours dans d'autres secteurs qui vont vous permettre d'avoir des profils qui vont être tout à fait en ligne avec ce que sont vos attentes. Donc d'autres secteurs, peut-être même des personnes éloignées de l'emploi aussi, et des personnes, des personnes éventuellement éloignées de l'emploi. Et deuxième sujet, c'est qu'on a une accélération des technologies. Donc les compétences que vous cherchez pour aujourd'hui, ça ne sera pas celle dont vous aurez besoin demain. Donc il faut que vous alliez chercher des gens qui sont curieux, qui ont une capacité à apprendre. Et donc la première façon de voir s'ils ont cette capacité à apprendre, les compétences comportementales les compétences comportementales techniques. Ouais. Voilà. Et puis vous allez commencer par les former, puisqu'il n'y en a pas suffisamment sur votre marché. Ça vous permettra aussi peut-être que vous ayez des gens dans ces conditions-là qui acceptent des niveaux de salaire qui sont plus cohérents avec ce que vous pouvez offrir, en tout cas au début. Donc c'est pour ça que nous, on pousse dans bon nombre de domaines, une fois, aller chercher des gens potentiellement dans d'autres qui n'ont pas exactement la même expérience. Et deuxième sujet, vous ne trouverez pas toutes les compétences dont vous avez besoin. Allons chercher les bons savoir-être, allons chercher des gens qui ont des profils, trouvons la bonne formation, trouvons l'ingénierie financière qui fasse aussi que ce soit le plus transparent financièrement pour l'entreprise, et vous aurez les compétences dont vous aurez besoin. Là encore, je reviens sur un de mes points qui m'a semblé qui a été le plus important. Par contre, il faut anticiper. C'est-à-dire, quelles sont les compétences dont vous aurez besoin dans 3 mois. Parce que si vous partez dans cette démarche-là, si vous les voulez pour demain, vous ne les aurez pas. Pour revenir sur ce qu'on disait sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, vous êtes également président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Est-ce que l'inclusion des personnes les plus éloignées de l'emploi, ça peut être aussi une réponse ? Il faut que ça en soit une. Ouais. Parce qu'on va très vite, et c'est ce que disent beaucoup d'analystes, c'est qu'à 7,5% de chômage, on n'est plus très loin d'atteindre un peu l'optimum, de faire travailler tous les gens qui aujourd'hui ont la capacité à travailler. Et en général, ceux qui ne sont pas aujourd'hui en position de travailler, c'est parce qu'en général, ils ont un certain nombre de blocages qui peuvent être sur des sujets de compétences, qui peuvent être sur des sujets de mobilité, qui peuvent être sur des sujets de garde d'enfants, qui peuvent être des sujets d'addiction. Autant de sujets sur lesquels, si on veut donc être capable d'aller vers un taux de plein emploi en ligne avec ce que vivent un certain nombre d'autres pays, il faut qu'on soit capable de lever ces freins. C'est pour ça qu'il faut travailler le plus possible avec de l'inclusion. Il faut, y compris des entreprises comme les nôtres. Nous, on travaille avec un certain nombre d'associations d'insertion, donc qui vont aider justement à lever ces inhibiteurs que je viens de citer. Et ensuite, une fois qu'ils les ont levés, nous, on prend ces gens-là, on les forme sur les métiers où on sait qu'il y a de la demande sur le bassin d'emploi. Et c'est comme ça qu'on sera capable de continuer à baisser le taux de chômage et qu'on sera capable de trouver les compétences dont les entreprises ont besoin. Lever les freins, il y a un profil aussi dont on n'a pas parlé, ce sont les femmes. Pourquoi les femmes sont si peu nombreuses, notamment dans les métiers qui recrutent aujourd'hui, les métiers comme le numérique, comme le bâtiment? Pourquoi sont-elles aussi peu nombreuses? Les préjugés ont la vie dure, Alain Roumiac? Les préjugés, oui, les préjugés ont la vie dure. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'informatique, on appelle maintenant le digital, et il y a déjà 20 ou 25 ans, on se battait pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes femmes qui aillent vers des métiers d'ingénieurs et les métiers du numérique. Et, je suis d'ailleurs pas certain qu'on n'ait pas régressé depuis ce moment-là. Donc il faut vaincre les stéréotypes. Donc ça se passe aussi à l'école, ça se passe au moment de l'orientation. Et puis, il faut être aussi ensuite capable ensuite lorsque vous avez des gens qui se réorientent dans la vie, d'être capable de les accompagner. Donc voilà, j'étais très heureux la semaine dernière, par exemple, d'être donc à Aix-en-Provence, sur les Bouches-du-Rhône, où nous accompagnons une association qui s'appelle Le Wagon, qui forme des jeunes femmes sur le métier de développeur. Donc on a décidé de s'associer pour que ces jeunes femmes, une fois qu'elles sont formées, on va les aider à s'insérer, à trouver l'entreprise dans laquelle elles vont pouvoir réussir. On a aussi de très belles expériences avec certains clients pour former des électriciennes. Donc il y a des stéréotypes à casser et on essaie d'y contribuer, mais c'est la société dans son ensemble. Et puis après, on a une responsabilité en tant qu'entreprise ensuite que d'accompagner toutes celles qui veulent aller vers un certain nombre de métiers qui sont très porteurs de pouvoir y aller. Comment Manpower s'engage-t-il d'ailleurs sur la parité ?
Alors aujourd'hui, d'abord, nous sommes très heureux d'avoir un index de 99 sur 100 en ce qui concerne Manpower. Et même pour notre entreprise de services numériques, Experi, nous sommes à 94 sur 100. Donc très engagé, bien évidemment, sur l'ensemble de ces sujets. Donc d'abord, la première façon de le faire, c'est d'abord de bien le traiter à l'intérieur de l'entreprise, de faire en sorte, et là on a encore des progrès à faire, c'est que ce soit vrai dans l'ensemble de la structure et de l'ensemble de structures de management. Donc nous sommes engagés pour que nous augmentions le taux de femmes dans nos équipes de direction. Nous progressions, nous avons encore du chemin à faire. Et puis ensuite, c'est d'accompagner aussi un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de nos clients, lorsqu'ils ont cette démarche, c'est de les aider à les accompagner, à bâtir les cursus qui permettent et lever aussi les freins pour qu'il y ait toujours plus de femmes qui aillent dans leurs équipes. Pour revenir maintenant sur la formation, puisqu'on a compris que c'était une des solutions, si ce n'est peut-être la solution en tout cas aujourd'hui pour battre ces pénuries de compétences, ces pénuries de talents dans certains secteurs. Alain Roumia, comment le lien entre école ou cursus de formation et entreprise, il a évolué ces dernières années? Est-ce que le monde éducatif comprend bien les attentes du monde professionnel? Est-ce que ce lien se fait d'une manière sereine? Alors d'abord, il y a eu un progrès majeur, bien évidemment, c'est que tout le monde connaît, c'est donc l'augmentation très significative de l'apprentissage. Donc ça permet de faire un lien beaucoup plus fort entre la partie formation et le monde de l'entreprise. Je crois qu'on progresse dans la compréhension du monde de l'éducation avec ce que sont les enjeux d'entreprise. Simplement, c'est que le monde économique et les besoins de compétences évoluent très vite et on ne travaille pas avec la même constante de temps. Donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. En particulier, on évoquait les métiers du numérique. Je pense qu'entre autres, un des premiers sujets, c'est qu'il faut qu'on continue à augmenter le nombre de places dans les écoles d'ingénieurs. Parce que si demain nous voulons réindustrialiser le pays, si nous voulons réussir notre transition écologique et si nous voulons que la France continue à être et soit même encore un plus grand pays sur tout ce qui est transformation digitale, il faut qu'on ait beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'ingénieurs que nous en avons aujourd'hui. Là aussi, élargir les profils, comme on disait tout à l'heure pour les entreprises. S'il faut aller chercher des dizaines de milliers de personnes de plus, il va falloir élargir les profils. Bon, je crois qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été prises, mais il faut le pousser à beaucoup plus grande échelle. Et puis ensuite, c'est travailler, bien sûr, on a évoqué les sujets de l'orientation, et puis en sortie d'école, c'est d'aider aussi les jeunes qui souvent savent pas très bien vers où s'orienter, c'est qu'on soit capable de leur dire où sont les endroits où il y a des opportunités et les guider vers ces endroits et sans doute leur donner cette formation complémentaire qui va leur permettre d'être opérationnels dans les entreprises. Vous parliez tout à l'heure du modèle de l'apprentissage, vous parlez peut-être de formation supplémentaire. Quels sont donc selon vous les modèles à privilégier aujourd'hui véritablement? Donc, je crois que tous les modèles où il y a un lien avec l'entreprise finalement. Il faut les modèles avec un lien avec l'entreprise. Il faut aussi qu'on investisse de plus en plus sur les méthodes pédagogiques en utilisant du digital. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, non seulement il va falloir faire de la formation lorsque les gens changent d'emploi ou ils s'insèrent sur le marché de l'emploi, mais on va avoir des transitions extrêmement importantes et il va falloir que les gens se forment tout au long de leur vie. Une partie, ils pourront le faire donc en présentiel, mais il faut qu'ils puissent en faire toute une partie d'eux-mêmes. Et en plus, ce qui est l'avantage du digital, c'est qu'il permet d'ajuster le cursus à ce qui est le réel besoin de la personne. Parce que sinon, quand vous faites un cours magistral, vous faites le même pour tout le monde. Les points de départ sont absolument pas les mêmes et vous avez des gens qui ont du mal à suivre et ceux qui s'ennuient. Une approche pédagogique plus adaptée, donc plus individualisée. Une approche plus individualisée et pour l'individualiser, il faut faire plus de digital, donc continuer à investir massivement, sans doute travailler aussi sur des sujets de recherche. Moi, je pensais qu'on irait plus vite sur ces sujets-là. Dernière question, Alain Roumiac, avant de vous quitter. Je ne sais pas, peut-être une petite note d'optimisme, j'espère. Vous l'êtes en tout cas sur la capacité de tous ces acteurs, on l'a vu, tous les acteurs du marché du travail, à se trouver, à s'emboîter correctement. Vous êtes optimiste là-dessus ? D'abord, premier optimisme, c'est qu'on passe de crise en crise et pourtant on est dans un modèle qui est relativement résilient.
puisqu'on a vécu des crises successives, et en particulier la crise Covid a été particulièrement brutale, et pourtant, à la fin, on se retrouve avec des taux de chômage qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant. Donc d'abord, premier message, c'est on a des économies supportées aussi bien sûr par les États, mais qui sont extrêmement résilientes et qui font qu'on voit qu'on a des effets. On a évoqué aussi ce qui s'est fait sur les sujets de l'apprentissage. Donc, et c'est la démarche qu'il faut qu'on ait, c'est qu'il faut qu'on soit tous capables de s'associer avec les pouvoirs publics, le privé. Il n'y a pas d'opposition entre privé et public. On a des missions qui sont différentes, on a des rôles qui sont différents. Il faut qu'on se comprenne et qu'on s'en comprenne toujours mieux. Et moi, je suis optimiste sur notre capacité à franchir les nouvelles crises qui sont devant nous, si on est capable de travailler sur cette base-là. Merci beaucoup Alain Roumiac de nous avoir accompagnés lors de ce grand entretien. Je le rappelle, vous êtes président de Manpower Group France, bien sûr. Merci beaucoup. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.